Des pièges à mettre nom de famille, j'essaie de me rappeler les prénoms. Euh, Lionel, voilà. Bonjour. Bonjour Lionel. Au moins, ça me fait travailler la mémoire. C'est une bonne chose. Euh, donc, je vais vous partager mon écran. Mais avant ça, ce que j'aime faire, c'est de savoir s'il y a des notions, des éléments sur lesquels vous souhaitez que je revienne sur ce que vous avez vu. Mais comme c'est aussi notre première classe virtuelle, je vous propose de faire un rapide tour de table. Le seul but est de vous présenter, de savoir votre principal intérêt par rapport à cette formation. Ça permettra de briser un petit peu la glace et que vous puissiez savoir avec qui vous avez potentiellement le même niveau, grosso modo, de connaissances sur la gestion de projet. On va commencer par Zakia, si ça te va. Alors, on t'entend pas, Zakia. On en- ouais. Non, Non. toujours pas. T'inquiète pas, on a du temps. Pour le moment, toujours pas. Sinon, essaie de te déconnecter de la session et peut-être de te reconnecter. Peut-être que ça reprendra en compte. Donc, comme la session est enregistrée, on va peut-être pouvoir commencer avec quelqu'un d'autre. Lionel? Oui. Alors, donc moi, je suis responsable projet en R&D, alors spécialisé dans le domaine de la biotech depuis une grosse vingtaine d'années. Là, je suis actuellement en recherche d'emploi et alors toutes les notions, ou globalement toutes les notions décrites dans cette première semaine-là, je les ai pratiquées de manière régulière, mais sans avoir forcément une terminologie adéquate. Peut-être un processus aussi d'être aussi rigoureux qu'il devrait l'être pour en tout cas initier le démarrage dans le projet de manière correcte. Et en fait, ce sont toutes ces adaptations. En fait, j'ai comme alors, à chaque fois, j'ai l'envie de dire que je suis en train de faire une VAE. C'est-à-dire que et je pense qu'on est tous comme ça. On a tous l'expérience de la gestion de projet, mais sans les certifications, sans probablement une terminologie et les outils adaptés. Voilà. Parfait. Merci pour ta présentation, Lionel. On va De passer rien. on va passer à Isabelle. Bonjour. Alors moi, je travaille dans la formation pour étudiants CFA, du BTS au master, et je ne fais absolument pas de gestion de projet. J'en ai jamais fait. Alors indirectement, peut-être, mais pas du tout comme l'entend Lionel. Donc moi, c'est vraiment quelque chose que je découvre, mais que j'avais envie de mettre soit pour des futures choses que je pourrais avoir à faire au sein du CFA dans lequel je travaille, soit à des fins personnelles, voilà, de me cultiver davantage. Voilà, je profite d'un arrêt suite à une opération pour prendre un petit peu de temps pour moi. Et puis ça remet le cerveau en place, donc ça fait travailler les ménages, ça fait pas du mal. Mais alors C'est c'est toujours, totalement nouveau pour moi, voilà. Et j'aime bien l'approche que ça a. Ça me parle, mais je n'ai aucune compétence dans le domaine. ça fait toujours du bien d'apprendre. Je suis d'accord avec toi. Exactement, ouais, tout à fait. Merci Isabelle. Voilà. Anita? Oui, donc moi, je viens de participer aujourd'hui à votre première classe virtuelle. Donc, du coup, je me suis inscrite un peu tardivement. Donc, du coup, je vais rattraper le retard de la semaine donc, ce week-end. Ça fait une dizaine d'années que je travaille dans l'export, donc en tant qu'ADV. Et donc, déjà, dans ce poste-là, j'avais des mini-projets que j'ai souvent menés avec beaucoup de difficultés, beaucoup de problèmes, mais que j'ai jamais fait demi-tour, on va dire. Donc, du coup, lorsque j'ai postulé l'année dernière à ce poste-là, du coup, il y avait
un mixte entre ADV et gestion de projet. Donc, du coup, je me retrouve aujourd'hui dans cette position où je fais les deux. Donc, j'ai deux casquettes. Ça peut être un avantage et un très grand inconvénient parce que pour gérer des projets, il faut avoir du temps. Et aujourd'hui, donc, la situation où je me retrouve, c'est très compliqué parce que j'ai plus de temps de gérer ce que j'avais commencé pour finir. D'où ma volonté de changer de société et me consacrer uniquement pour la gestion des projets. Voilà. Très bien. Très bon choix. Je ne peux que qu'acquiescer. Je propose à Nathalie de se présenter. Oui, bonjour. Donc moi, je travaille dans les secteurs de la banque et de l'assurance. À la base, j'ai une formation de statisticienne, ce qu'on appelle plutôt aujourd'hui data scientist, donc statistique, modélisation. Et donc, j'ai fait analyste statistique pendant pas mal de temps et je me suis tournée depuis un peu moins de 10 ans vers la gestion de projet. Et je suis à mon compte, donc en tant que consultante indépendante. Et maintenant, j'aimerais vraiment orienter, enfin, c'est une orientation que j'ai déjà commencé à prendre, mais j'aimerais que toutes mes prochaines missions aillent vraiment dans ce sens-là, vers la gestion de projet. Et donc là, depuis 2-3 missions, je fais ce qu'on appelle PMO et je fais un peu, c'est comme Monsieur Jourdain qui fait de la prose sans le savoir. Je suis dans la gestion de projet, un peu comme disait Lionel, sans en avoir appris les bases et tout. Et donc, je me suis dit à un moment donné, ce serait bien de faire une formation pour remettre les choses à plat, parce qu'effectivement, j'entends des termes et tout. Bon, au final, on apprend un peu sur le tas. Mais voilà, c'est bien d'avoir les bases pour remettre un cadre, de la terminologie, le vocabulaire qui va bien, etc. Donc, c'est vraiment dans cet esprit-là que je fais la formation. Donc, je pense qu'il y a des choses qui me parlent déjà pour l'avoir vécu, en fait. Mais j'ai pas fait chef de projet, j'ai fait plutôt support projet. Enfin, c'est ce que j'en comprends dans ce qu'on a vu cette semaine. Voilà. Après, comme c'est des gros projets et que ce support projet, je le fais déjà sur une équipe un peu importante, il y a quand même des aspects un peu gestion de projet, enfin, chef de projet, c'est un peu entre les deux, quoi. Voilà. Merci Nathalie. La gestion de projet, je peux se faire à plusieurs niveaux. Même au support projet, on peut faire de la gestion de projet. Donc c'est Ouais. une interprétation à avoir. Zakia, est-ce qu'on a l'image, est-ce qu'on a le son? Oui, bonjour. Est-ce que vous m'entendez maintenant? Bonjour à Parfaitement. tous. Parfait, ben c'est parfait. Donc moi, je suis de formation donc PhD. Je suis épidémiologiste et je travaille en tant que chef de projet et responsable des partenariats. Donc toute mon expérience, elle s'est déroulée dans les milieux hospitaliers, en particulier aux Hospices civils de Lyon, donc je suis à Lyon. Et voilà, donc j'ai fait également de la formation et de l'encadrement. Comme tout, je pense, j'ai pas eu vraiment de formation de chef de projet, donc je fais fonction de chef de projet, mais j'ai pas de formation. J'ai géré des projets très très complexes et donc maintenant j'essaye de comprendre tout ce que je faisais et faire un peu la comparaison par rapport à ce qui est enseigné. Donc voilà, donc l'objectif c'est d'améliorer mes compétences d'une part, mais également découvrir les nouveaux outils, donc utiliser de nouveaux outils de façon quotidienne au niveau de la gestion de mes projets et comprendre un peu ce que je fais, que j'ai appris par le tas. Donc voilà. Bon, bah bien, très bien. Tu es au bon endroit. Merci Zakia. Pourquoi Adrien. Voilà, j'ai le prénom. Est-ce que tu peux te présenter? Alors, rebonjour tout le monde. Alors, moi, je suis actuellement en BTS gestion de la PME dans une petite PME qui s'appelle Orange. Je suis en reconversion professionnelle. Je viens du milieu professionnel, du milieu sportif et sécurité. Et à côté de mon BTS gestion de la PME, j'ai un projet entrepreneurial que j'ai rejoint en tant que chef de projet, mais plus par appétence et par rôle, c'est-à-dire que eux, ils cherchaient quelqu'un qui souhaitait organiser le projet, la stratégie, la planification, etc. Donc, je me suis dit, j'ai plutôt ces compétences-là, donc je les aide dans ce projet-là, et donc projet dont je fais partie. Et je me suis dit, bah, pourquoi pas passer une formation chef de projet pour mettre à plat les bases, la terminologie, etc. Donc, je me suis dit que c'était la bonne occasion, en plus de mon BTS. Très bien. Voilà. Merci Adrien. Et enfin, nous avons... Alors attends,
j'ai une famille. Sébastien. Voilà. Sébastien, tu nous entends? Bon. Si tu nous entends, écoute, de toute façon, la session est enregistrée et tu pourras la consulter ultérieurement. Alors, je vais vous partager mon écran et on va aborder les différentes thématiques de la semaine qui étaient donc prévues. On va commencer par... alors, attendez, tac, voilà. Donc cette semaine, était très lié au démarrage du projet. Donc l'idée avec le démarrage, c'est qu'on y associe ce qu'on doit justement préparer pour que le projet puisse bien se dérouler. Pour ce faire, euh, ce que je propose, c'est surtout de bien asseoir les responsabilités dans le projet et donc de définir les différents acteurs du projet. C'est important de bien les définir puisque savoir qui fait quoi dans le projet peut parfois être anodin. On peut parfois le savoir et se dire que c'est tout le monde est au courant de qui fait quoi. Mais lorsque l'on l'écrit, lorsqu'on responsabilise les personnes qui doivent asseoir leur position par rapport à la gestion de projet, quelque part, c'est plus valorisant et plus pertinent puisque les personnes s'approprient ce rôle. Et quelque part, comme je le dirais certainement souvent au fil de ces 4 semaines, le chef de projet n'est pas responsable de tout. Quelque part, le chef de projet, vous êtes, en tant que chef de projet, chef d'orchestre, vous organisez, vous avez la responsabilité d'organiser un projet, de le mener à bien et de mener à bien différentes équipes, mais toutes ces équipes et toutes les personnes qui gravitent autour de vous ont eux aussi, leur responsabilité. Et quelque part, c'est important de les responsabiliser et de pouvoir aussi confirmer qui est responsable de quelle activité et pourquoi. Le commanditaire, c'est le décisionnaire ultime du projet. Quelque part, c'est la première personne à identifier. Et parfois, ça paraît évident dans certains contextes et pas pour tous. Mais c'est important de mettre un nom derrière cette personne puisque on peut être dans le cas où une entreprise fait appel à une autre pour gérer un projet, ou un organisme social, ou un organisme d'État. Et parfois, c'est délicat de savoir qui va prendre une décision, mais c'est important de pouvoir mettre un nom derrière qui prendra la décision par rapport au projet, puisque de ça va découler la manière dont vous allez gérer votre projet. Donc, je vais pas détailler tous les rôles, hein, vous avez vu cette semaine, ou vous les verrez pour ceux qui démarrent tout juste la formation, mais l'idée est de pouvoir bien comprendre que ces rôles sont importants au sein du projet. Ce que je voulais aussi vous partager, c'est que parmi tous ces rôles, il y a des rôles qu'on considère plus comme des rôles clients et des rôles fournisseurs. Quelque part, pourquoi je fais cette distinction on est capable d'endosser plusieurs rôles dans un projet, en fonction des projets, en fonction de leur taille, en fonction de leur pertinence. Un chef de projet peut tout aussi bien être un chef d'équipe, peut être aussi un responsable fournisseur, c'est pas un problème. Par contre, un chef de projet ne peut pas être commanditaire, ça voudrait dire qu'il est jugé parti. Grosso modo, si vous vous dites en tant que chef de projet, il me faudrait plus de budget pour réaliser ce projet, et puis si je suis commanditaire, pas de problème, je te l'octroie, il n'y a pas de souci. Donc là, vous voyez qu'il y a un petit problème de droit et de jugement. Il vaut mieux bien avoir ces deux rôles scindés. Mais on peut aussi comprendre parfois, et j'ai eu le cas d'une apprenante qui montait un projet de structure du style de montagne russe, mais pour une petite ville. Et quelque part, c'était un projet familial qu'elle faisait avec son mari, avec sa tante. Donc sur 3 personnes, l'ensemble de ces rôles devait être réparti. En effet, elle était à la fois commanditaire et chef de projet. Donc oui, dans ce cas-là, pas forcément le choix. L'idée est surtout de bien comprendre dans quelle position on se trouve lorsqu'on réalise une activité pour essayer de cloisonner au mieux du coup ces différentes tâches. Est-ce que vous avez des questions par rapport aux différents acteurs du projet? Moi, je m'étais noté une question de terminologie. J'ai plus ou moins vu la réponse dans les jours qui suivaient, mais le terme de sponsor, je le vois souvent passer. Et du coup, je ne savais pas si c'était équivalent à commanditaire ou pas, sachant que commanditaire, j'ai noté dans la formation là qu'il y avait forcément qu'une seule personne, en principe qu'une seule personne désignée.
Et moi, le projet, après, bon, c'est dans la banque, c'est évidemment une grosse entreprise, grosse structure. Le projet là sur lequel je suis, qui est assez gros, il y a plusieurs sponsors. Alors, ça me troublait, du coup, je me demandais si c'était équivalent à commanditaire ou si c'était possible d'avoir plusieurs commanditaires, si c'était vraiment des énormes projets dans des grosses structures, etc. C'est bien ça. Le sponsor, c'est le commanditaire. On a aussi chairman. Il me semble que dans la description des rôles, je l'ai précisé, en tout cas toutes les terminologies possibles. Mais c'est vrai qu'en fonction de l'entreprise, si elle est plus ou moins anglo-saxonne, etc., on peut avoir des titres qui sont différents. Donc, commanditaire, c'est le terme Ouais, français qui revient le plus, mais en effet, le terme de sponsor, c'est bien celui-là. ok, merci. Je t'en prie. Est-ce qu'il y a d'autres questions par rapport aux différents rôles? Euh, Question, en fait, quand on est dans un contexte où on a une combinaison de projets, hein, qui avancent ensemble, et on a donc des directeurs dans chacun, donc pour chacun des projets, on a un commanditaire. Comment ça marche dans ce cas? C'est un peu complexe quand on est en partenariat. En fait, tout va réaliser lorsqu'on propose ce rôle de commanditaire, c'est par rapport au projet que vous endossez en tant que chef de projet. En tout cas, que tu endosses en tant que chef de projet. Euh, donc, en effet, il peut y avoir, et c'est déjà été mon cas, hein, travailler en collaboration avec d'autres projets. Moi qui ai travaillé dans la partie IT, finance, euh, j'avais pour but de livrer une application de communication bancaire, mais il fallait que je m'interface avec une équipe qui, elle, avait pour but de livrer une application comptable, qu'on appelle aussi principalement ERP. Euh, donc l'idée est que ces deux applications vont communiquer entre elles, hein. Il y en a une qui va transmettre une instruction de paiement à l'autre, et l'autre va lui retransmettre le fait qu'il y ait un paiement qui ait bien été réalisé. Donc quelque part, il faut travailler de concert. En effet, c'est deux projets distincts avec deux commanditaires distincts. Quelque part, lorsqu'il y a un débat d'idées qui implique que les deux projets doivent prendre une décision, la meilleure chose à faire, c'est peut-être d'avoir une seule et même instance pour traiter ces sujets-là avec les deux commanditaires. En effet, le commanditaire de l'un ne va pas prendre une décision sur le projet de l'autre. L'idée est qu'ils puissent au moins communiquer ensemble. Donc même si ça intervient de manière exceptionnelle, il faut que ça puisse en valoir la peine, hein. Quelque part, faut pas parler d'un petit sujet. Peut-être que le sujet est suffisamment conséquent pour réunir ces deux commanditaires. Là, c'est intéressant en effet d'avoir peut-être les deux dans la même pièce, dans la même réunion, pour traiter d'un sujet en particulier. Merci. Je t'en prie. D'autres questions par rapport aux différents acteurs? Alors moi, j'avais une petite question par rapport au terme de PMO. Oui. Du coup, savoir si PMO, c'était vraiment la même chose que ce que tu expliques d'un support projet. Pour moi, oui. Oui, Mais c'est ça. beaucoup d'entreprises mettent derrière PMO différentes choses. J'ai travaillé dans différents contextes. PMO va faire un peu plus de gestion de projet que dans un autre contexte. Donc, et Ouais. même, je te dirais que le rôle de chef de projet, on peut le voir à toutes les sauces aussi. Il y a des chefs de projet qu'on estime comme chef de projet technique, mais en fait, c'est juste le développeur de son application et on dit que c'est un chef de projet. Mais il y a le chef de projet qui gère plusieurs équipes pour un même projet. Donc, à mon sens, oui, PMO, c'est la partie support projet, mais tout va dépendre du contexte de l'entreprise dans laquelle tu évolues. Ouais, ok. Merci. Je t'en prie. D'autres questions par rapport aux différents acteurs? Donc ensuite, le cahier des charges. Donc le cahier des charges, c'est un petit peu la petite feuille de route. Je le schématise comme le petit morceau de papier que vous avez au coin de table, dans la salle de café avec votre commanditaire lorsqu'il vous dit écoute, j'ai un projet à faire, j'aimerais que tu sois le chef de projet. J'aimerais que si ça soit fait, j'ai tant comme budget, faut que ce soit fait avant telle date. Et quelque part, c'est des informations qui vous viennent pas forcément de manière formelle, ça peut, hein, mais c'est pas obligatoire. Et quelque part, vous, en tant que chef de projet et en tant qu'organisateur de personnes et d'un projet, c'est bien de le formaliser, de le mettre sous le format d'un tableau et de mettre sur papier, enfin en tout cas de manière bien enregistrée, toutes les informations qui vous viennent de votre commanditaire. Quelque part, ce cahier des charges, c'est votre prémisse, votre petite feuille de route de départ pour commencer à arriver à
un document qui est un peu plus conséquent, un peu plus officiel, qui est le business case, donc la partie d'après. Il y a peut-être un élément qui est manquant sur la plateforme. J'ai demandé à ce qu'on le mette à jour, mais il est possible que ça n'a pas été encore fait. C'est la partie contrainte. Donc quelque part, la contrainte dans le cahier des charges est important aussi à mentionner, puisque quelque part, la contrainte est enregistrée aussi dans le business case comme un potentiel risque sur le projet. Donc derrière contrainte, il faut pouvoir entendre quelles contraintes, quels sont les potentiels freins à la réalisation du projet. Et donc quelque part, ça doit faire aussi partie du business case. En tout cas, le commanditaire doit être aussi capable de vous dire, voilà, il y a ce projet à faire, faites attention, il est peut-être possible que des utilisateurs soient réfractaires au changement, que voilà, il peut y avoir pas mal de choses qui peuvent venir freiner le projet. Est-ce que vous avez des questions par rapport au cahier des charges? Non, moi j'avais juste confondu. Enfin, pour moi, le cahier des charges business case, je voyais pas la différence. J'avais du mal à comprendre parce que j'ai cru voir que c'était mis business case, cahier des charges à un moment donné dans la formation. Pour moi, c'était la même chose. Mais voilà, je vois que tu as bien expliqué que effectivement, c'est deux choses différentes. Yes. Et en effet, donc le business case, je vais passer justement, c'est l'étape d'après. Là, on arrive à quelque chose de plus conséquent. Donc quelque part, pour passer du cahier des charges au business case, il y a toute cette phase où vous allez un petit peu faire vos recherches pour confirmer que le projet est viable. Quelque part, c'est un petit peu comme avec l'histoire de mon neveu. Ben voilà, on souhaite faire un anniversaire, on dit qu'on attend, etc. On attend en poche. Et bon, dans les faits, est-ce que c'est réalisable avec tant d'argent? Est-ce qu'il faut plus? Est-ce qu'il faut moins? Est-ce que c'est réalisable dans les temps? Et quelque part, ce business case va venir, et quelque part, le contrat que va passer l'entreprise avec le chef de projet, et c'est un contrat qui est, lui, détaillé. Tout comme vous passez un contrat pour souscrire un abonnement, vous pouvez très bien aller en agence et dire, ben voilà, je souhaiterais un forfait téléphone. Derrière, il y a un contrat que vous allez signer pour dire qu'en fait, c'est bien tant par mois que vous allez payer, à telle date vous allez être prélevé, etc., etc. Là, c'est pareil. L'entreprise passe un contrat avec vous, avec votre équipe projet, pour dire dans le détail qu'est-ce que va être le projet, quels sont les bénéfices tangibles ou non tangibles. Il est possible d'avoir des projets qui sont approuvés alors qu'ils ne génèrent pas d'argent pour l'entreprise, même si c'est le nerf de la guerre. Par exemple, un projet qui a pour but de mettre en place une application pour justement éviter d'avoir un flux d'activités écrites au papier, grosso modo, pour fluidifier les informations qui transitent entre deux services. Ils avaient l'habitude de remplir le formulaire ABC, de se l'envoyer par courrier postal. Et une fois que le courrier postal arrive, il faut pouvoir le retranscrire et le taper à la main. L'entreprise souhaite avoir une application pour remplacer ça. Alors, difficile de dire combien ça va rapporter à l'entreprise. Par contre, on sait, vous et moi, que l'entreprise va gagner du temps, plutôt que de dépendre de la poste pour se transmettre un formulaire. Là, il y a une application directe où les deux services vont avoir accès. Quelque part, le gain de temps, il est considérable. Par contre, difficile de dire si le retour sur investissement de ce projet-là va être de 1 000 euros par mois, de 1 million, mais voilà, l'entreprise sait qu'elle va gagner, même si le retour sur investissement paraît négatif parce qu'il faut investir et mettre des sous sur la table pour acheter une application, derrière elle sait qu'elle va y gagner quand même. Donc c'est pour ça que le ROI, donc le retour sur investissement, est important d'être considéré, mais pas forcément important pour être décisionnaire pour approuver un projet. Et quel type d'indicateur, du coup, sur quoi ils peuvent se baser pour prendre la décision, notamment financière, de l'investissement engagé pour ce genre de résultats non bénéfices non tangibles? Quelque part, tout va être après dans la description du projet. C'est pour ça que c'est important de pas le négliger par rapport à la description du projet, de dire ce que l'entreprise quel est le bénéfice qui va être attendu, qui va être issu du projet, même s'il est fait de manière écrite, c'est une partie qui est forcément lue par les personnes qui sont décisionnaires. Donc, c'est purement qualitatif, quoi. Purement qualitatif, c'est clair. J'étais moi-même surpris de voir des projets des millions d'euros avec un ROI de moins 5%, approuvés par des grandes entreprises, mais derrière, ils savent que ils ont des perspectives peut-être à long terme et ils se disent, bon, oui, là, c'est négatif, mais
ils ont peut-être une vue que nous, on n'a pas, et ils disent, bon, on sait que c'est négatif, mais on sait que derrière, avec le projet là qui va se plugger avec le projet B, on sait que ça va générer un gain. Donc, quelque part, c'est intéressant pour l'entreprise. J'ai pas parlé de tous les paramètres du business case. Qu'on appelle aussi cas d'affaires. Est-ce que vous avez des questions par rapport au business case? Pas de souci, Adrien. Mhm. Peut-être un élément que j'ai pas précisé, c'est par rapport au risque. C'est parfois important de le préciser. C'est vrai que les risques on estime qu'on peut y travailler lorsque le projet a déjà démarré, mais c'est toujours très important de pouvoir identifier les risques au moment où le projet va commencer, au moment du coup de les inscrire dans le business case. Pourquoi? Parce que quelque part, c'est un peu la transcription des contraintes, hein. Donc, les différents risques vont vous permettre d'asseoir un peu plus votre crédibilité. Quelque part, un projet, c'est une attente, une estimation. Euh, alors, c'est vrai que c'est un contrat, et quelque part, c'est un contrat qui a des enjeux et peut-être aussi des freins possibles. Le fait que vous soyez conscient et que vous partagiez les possibles freins au projet, là aussi, vous vous rendez crédible par rapport au fait que vous partez pas la fleur au fusil, que un projet, c'est pas forcément tout beau, tout rose. Oui, certes, on a un plan, mais le plan peut évoluer à cause de ces différentes raisons. Donc c'est pour ça que c'est important de pouvoir identifier les risques dans le business case. Si pas d'autres questions, on passe à la partie communication. Euh, alors, j'ai vu qu'il y a une question qui vient d'être adressée. C'est ça que j'ai- Il y a aussi des projets pour la sécurité. Dans ce cas, le ROI, oui, en effet, je suis d'accord avec toi, c'est vrai. Les sujets Ouais, moi j'avais un sécurité, peu la même donc, remarque sur les sujets réglementaires, parce que là, sur les sujets sur lesquels je suis dans la banque, c'est des sujets réglementaires, c'est des obligations en fait que la banque doit respecter. Donc le retour exactement. financier, voilà, Il est il est nul, négatif il est même pour le coup. négatif, On doit ajuster. mais c'est très vrai. Et on peut en venir par rapport aussi à des contraintes légales. L'État demande à ce que, c'est bête, hein, même sans parler de sécurité, demande à ce que le taux de TVA change de 20 à 18%. Alors, l'entreprise, qu'est-ce qu'elle va y gagner? Ben, rien, mais elle est obligée de le faire. Elle est obligée de le faire puisqu'elle est obligée de se mettre en conformité avec ce que l'État demande. Pareil pour la sécurité, du coup, si on veut être sûr que notre activité informatique puisse être sécurisée, il faut mettre des sous sur la table. Alors, ça va rien rapporter, c'est sûr que ça va rien rapporter. Par contre, ça va peut-être nous éviter d'avoir des problèmes. Donc, ces problèmes-là, difficile de les quantifier, mais vaut mieux s'asseoir et être sûr que euh, on a un antivirus, qu'on a des flux qui sont cryptés, sécurisés, pour éviter des outils malveillants. Parce que si en effet un outil malveillant survient, bah, ça freine toute l'activité. Et là, quelque part, les conséquences peuvent être dramatiques. Donc très bien, bonne remarque, Sébastien et Mathieu. Par rapport au volet communication, là, je propose deux outils qui sont la matrice et le plan de communication. Alors, la matrice, elle n'est pas forcément à utiliser dans tous les contextes. Pour moi, la matrice, c'est vrai que c'est important de l'avoir lorsque le projet est de grande envergure et quelque part qui rassemble beaucoup de personnes. Pas forcément des personnes qui travaillent directement au sein du projet, mais plutôt des personnes qui ont besoin d'avoir de l'information. Et c'est à ça que va servir la matrice. Par contre, si vous travaillez sur un petit projet avec une dizaine de personnes, dont peut-être 5 ou 6 en dehors du projet ont besoin d'avoir de l'information, la matrice de communication est totalement inutile. Par contre, le plan, pour moi, doit être systématique. Vous devez pouvoir jalonner votre projet dans le temps, donc avec les différentes phases, initiation, exécution, clôture, et de vous dire quelles sont les étapes importantes de votre projet sur lesquelles vous voulez proposer de communiquer. Ça peut être le business case est validé, vous voulez communiquer auprès des personnes qui vont intervenir dans le projet, qui ont peut-être aussi de l'intérêt à ce que le projet puisse bien se réaliser, et quelque part d'avoir cette communication qui est prête à être envoyée. Et ça peut être aussi de matérialiser avec un petit déjeuner, un kick-off, le fait que le projet démarre et du coup de rassembler. Donc toutes les communications au sein du projet peuvent être identifiées dans le plan de communication et quelque part ça vous permet de savoir à quel moment vous allez transmettre de l'information
issus du projet. C'était la dernière page que je voulais vous partager cette semaine. Est-ce que vous avez des questions? La communication et la matrice des plans, elle était communiquée dans les cours? Oui, Ah, oui, je il y a dis rien même plus que ça. Ok, c'est normalement la dernière journée, Oui, la dernière ou les 2 dernières Ah, journées. ok, c'est pour ça. Ok, c'est la dernière journée, je l'ai pas oui, encore faite. celle d'aujourd'hui. Ok, je comprends mieux. Merci. Ces Pas de souci. notions-là, ces documents-là, dans un projet, j'imagine que ça se prépare au début, donc dans la phase d'initialisation. Oui, Le plan de tout à fait, com, la gouvernance, tout ce qu'on a vu exactement, sur la semaine, ça se fait avant et ensuite on dit on y va pas. C'est ça? exactement, tout à fait, tout à D'accord, fait. d'accord. Certaines entreprises vont considérer que ce sont des prérequis, vont dire Ouais, qu'il faut absolument le plan de communication, il faut le planning, il faut le ROI, il faut l'ensemble de ces informations. D'autres vont vous dire, ah non, enfin, le plan de communication, faites-le après, on verra. Voilà, d'accord. tout dépend du contexte. Mais je propose, c'est une phase préparatoire. Dans le plan de communication, vous avez cette partie initialisation, donc quelque part, il faut que l'initialisation, enfin, serve à préparer ce document. Ce qu'on appelle une gouvernance, ce sont les ressources, ce sont les personnes qui sont partie prenante ou c'est autre chose? Ou c'est le terme qu'on utilise? Gouvernance pour gouverner, quelque part, c'est l'organisme qui intervient par rapport au projet. On peut inclure dans cette page, cette slide, ce diaporama, peu importe comment vous le matérialisez, on peut inclure les personnes qui sont des parties prenantes, donc qui sont un petit peu externes au projet, mais qui ont besoin d'avoir de l'information. On peut mettre une brique Oui, équipe comptable et mettre un trait en pointillé et dire, ben voilà, l'équipe comptable, elle a un lien avec ce projet, mais elle n'influe pas sur le projet. Mais la gouvernance, quelque part, le cœur de la gouvernance, c'est les personnes qui interviennent par rapport au projet, le commanditaire, les équipes projet, tout ce qui gravite pour faire que le projet puisse fonctionner. Mhm. Un document à part ou ça intervient dans le business case? Tu vois, dans les étapes. Je propose pas de l'avoir dans le business case, même si dans beaucoup de contextes d'entreprise, je pense que c'est important de l'avoir. Ils veulent, en tout cas, savoir, ok, vous engagez des sous, mais derrière, c'est qui sont les personnes qui vont graviter, décider par rapport à cette gestion de projet. Donc, ça devrait être logique de l'avoir dans le business case. Par rapport à l'aspect communication, là, la matrice, parce qu'au début j'avais du mal à voir la différence entre la matrice et le plan. La matrice, c'est la liste de toutes les communications qu'on envisage Alors, avec une la description matrice, en c'est gros. plus. Alors, il faut vraiment que tu regardes sur la gauche. Matrice, tu as le groupe, tu as les destinataires. Donc, quelque part, la matrice, c'est la liste du groupe de personnes qui doivent recevoir une communication. Les groupes peuvent être différents. Euh, les groupes peuvent être aussi un peu mixés. Quelque part, euh, un groupe peut très bien recevoir des informations, mais aussi être inclus dans un autre groupe de communication. Et l'idée, quelque part, est que tu puisses lister tous les types de personnes qui reçoivent une communication pour le projet. Donc c'est quelque part la matrice, c'est qui reçoit quel type d'information. C'est plutôt lié au type d'information. Ah, tu pars des destinataires, ouais. Ok. Je parle des destinataires, ceux qui vont recevoir l'information. Mhm. Le plan, il faut le voir comme le planning du projet. Donc quelque part, dans le déroulement de mon projet, et ben à cette date-là, j'ai une communication envoyée. À cette date-là, j'ai une communication envoyée. Et quelque part, c'est la liste de toutes les communications que tu envoies, mais dans le déroulement du projet. Donc par rapport Au fur et à mesure que tu aux le différents remplis. jalons. Alors, c'est pas que tu le remplis au fur et à mesure, tu peux le remplir dès le départ et te dire, déjà aujourd'hui, Ah oui. je suis en phase d'analyse. Je sais que l'exécution va durer 6 mois. Bah, je prévois d'avoir un comité de pilotage et de dire que au jalon, lorsqu'on aura livré tel produit qui est très important, bah, je communiquerai aux équipes qui sont intéressées de réaliser un développement qui va venir dessus, de leur envoyer la communication. Ou euh, tu livres une application ou un logiciel qui va intervenir dans plusieurs pays. Tu sais que quand tu termines le pays A, il va falloir que tu fasses le pays B, mais quelque part, une fois que tu termines le pays A, tu te notes d'envoyer l'information au pays B qu'on va bientôt démarrer.
Donc ça fera partie de ton plan. Mais par exemple, les trucs récurrents, donc mettons le comité projet qui se tient toutes les semaines, tu le mets Je propose dans de pas le mettre dans l'exécution le plan de aussi? communication. Ah Oui, je le mets dans d'accord, ok. l'exécution, Donc mais c'est plus les alors deadlines un peu importantes, on met c'est pas ça, forcément le récurrent comme ça. Ok, c'est d'accord, ça. j'avais pas bien compris. Ouais, la récurrence, ça voudrait dire que tu mettrais, si ton projet dure 6 mois et que tu as 6 comités de pilotage, tu le mettrais 6 fois. Voilà, ça n'a pas vraiment d'intérêt, sauf si le projet est petit et qu'il n'y a pas forcément beaucoup de communication. Ouais, c'est Mais, ça. Même je pensais voilà, même au ça. comité de projet. Là, nous, par exemple, on en fait un par semaine et Oui, le projet, oui, ça voilà. fait déjà 2 ans qu'on est dessus. Donc je me disais, oula. Oui, non, non, non. En effet, tout ce qui apporte de la récurrence n'a pas d'intérêt d'être dans le plan, puisque de toute façon, ça arrive chaque semaine, donc tu risques pas de l'oublier. Ouais, c'est clair. Ouais, ouais, ok. Et par contre, Donc, ça, c'est tu le mets dans la matrice éventuellement, d'avoir ton groupe de destinataires à qui tu envoies les comptes rendus de comité. Oui, ça c'est possible, en effet, parce que ça Ouais, peut, d'accord. il y a des personnes qui peuvent ne pas être là aux différents comités, et du coup, qui peuvent être intéressées d'avoir ces informations. Oui, tout à fait. Ok. si je comprends bien, dans ce cas, c'est lié au livrable à peu près. En tout cas, le plan est beaucoup lié au livrable. C'est vrai. Euh, Est-ce que c'est que dédié au livrable? Je vais peut-être pas en faire une généralité. Il est possible qu'il y ait des cas où on ait autre chose que des livrables, mais principalement lié au livrable. Le contexte de l'escalade, ça s'anticipe ou ça peut se vivre un petit peu comme quelque chose qu'on n'avait pas prévu? Par exemple, Nathalie, elle a une réglementation qui lui tombe maintenant alors que ça fait 2 ans qu'elle est sur son projet. L'escalade, elle l'avait peut-être pas forcément prévue. Alors, l'escalade, faut plus le voir du côté incident de la chose. Euh, Ce dont tu me parles, moi, c'est plus un changement de contexte. Donc, quelque part, un changement de périmètre. Si on dit à Nathalie, bah écoute, en fait, pour le mois prochain, tu avais prévu de faire ça, mais en fait, il se rajoute ça. Ah, bah pour moi, c'est un changement de contexte. Quelque part, dans le business case, j'ai écrit qu'il y avait ce contexte-là, il n'y était pas. Donc, je vais faire un point avec mon comité de pilotage, avec le commanditaire, pour dire, bah écoutez, on rajoute ça dans le périmètre, ça y était pas. Vous le voyez bien, ça y était pas. Pour rajouter ça, il faudra débourser tant, à ajouter tant de ressources. Ça, pour moi, ce n'est pas une escalade. C'est plus réaliser un- une réunion exceptionnelle, donc avec en sollicitant l'autorité de changement, pour prouver qu'un changement intervient. L'escalade, c'est plus euh, justement, on réalise ce développement de logiciel. Pendant 2 semaines, il y a une personne qui est absente. On ne sait pas pourquoi, on n'a pas de nouvelles. Et du coup, il y a un incident qui intervient sur quelque chose qui est déjà passé en production, donc quelque chose qui est censé être fonctionnel, mais ça ne fonctionne pas et ça bloque, c'est bloquant pour l'entreprise, c'est bloquant pour un service. On a besoin d'avoir une réponse et de pouvoir résoudre ce problème. Donc on est un petit peu dans une phase entre deux où on est dans le projet parce que le projet se réalise toujours et on n'est pas forcément dans un produit qui est totalement fini. Donc on peut pas forcément faire appel à la hotline en disant ben voilà, il y a un truc qui marche pas, comment vous allez le prendre en charge. Ils vont forcément vous dire bah je le connais pas ce truc, il est pas livré donc j'en ai pas connaissance. Donc c'est pour ça qu'il faut ce processus où on a les personnes qui doivent pouvoir répondre présent, quitte à monter les échelons Là-haut. et du coup aller jusque très haut puisque le problème est suffisamment important pour qu'il doive être réglé assez rapidement. Est-ce que ça fait partie, est-ce que ça peut être inclus dans la partie risque de, d'un cahier des charges peut-être? Euh, Tu parles du processus d'escalade? Alors, le processus d'escalade, oui, mais alors pas tant le processus d'escalade que les risques associés en fait. Par exemple, si le, si le livrable, comme dans le cas qui avait été présenté lors de la session, dépend de la fourniture par exemple, d'un composant, d'un élément, semble clé pour la réalisation du projet. Ça, est-ce que ça peut être inclus au départ pour qu'on en ait vraiment conscience? Alors, en effet, tout est important lorsqu'on démarre le projet. On définit l'ensemble des livrables. Mais en effet, si on identifie qu'un livrable est très à risque, quelque part, qu'on identifie un potentiel frein ou un problème par rapport à un livrable précisément,
qui nécessite de poser un cadre pour être mieux contrôlé, oui, on peut l'identifier dans les risques. Les risques, on les verra en semaine 3, la première journée de la semaine 3. Donc, on pourra les voir en détail. Mais en effet, ce que tu précises peut être inscrit dans un risque. Ok, merci. Est-ce que vous avez d'autres questions par rapport à cette première semaine de formation? Moi, j'avais des questions plus sur la forme que sur le fond. Mais je ne sais pas s'il y a encore des questions vraiment sur le fond. Tu peux poser ta question comme elle vient. Ok. Je voulais savoir si c'était possible d'avoir parce que la mise à dispo, elle est chaque matin. Et Oui. par exemple, typiquement le vendredi, moi je regarde plutôt la formation là les soirs. Et du coup, typiquement le vendredi, c'est difficile de l'avoir vu avant notre réunion du midi. Sans compter qu'hier soir, j'ai eu 3 heures de retard de train. Donc hier soir, c'était compliqué aussi de faire la session du jeudi. Bon, bref. Du coup, je me disais si on pouvait l'avoir la veille, en tout cas, moi, ça m'arrangerait, personnellement, Non, pour tu pouvoir n'es pas la première anticiper à et poser. essayer d'avoir. Voilà. Ouais. Tu n'es pas la première à poser cette question. C'est vrai que c'est programmé. On n'a pas la main. En tout cas, moi, j'ai pas la main. Ah, Et c'est fait d'accord. de manière automatique. Et pour toutes les formations que propose la CCI via la plateforme Rework, on n'a pas la main pour avancer l'ouverture d'un D'accord. sujet, d'une Bon. thématique en avance. Donc bon, après, je suis plus en retard que tu ne l'es. Donc si tu dois faire la session du vendredi et que tu l'as fait le lundi ou le week-end, c'est pas un souci. Oui, oui, d'accord. Non, mais c'était pour mon organisation, ça, ça m'arrangeait, mais c'est pas grave, je vais faire comme ça. Et mon autre question, oui, alors j'ai vu qu'il y avait des problèmes de fichiers à télécharger. Alors moi, je pense que j'ai eu ces problèmes et que j'ai pas trop fait gaffe. Alors je vais retourner voir si j'arrive à télécharger les fichiers en question. Parce que j'ai rien téléchargé comme fichier, donc je me dis que j'ai dû rater un truc. Moi non plus, j'ai fait du copier-coller, moi. Et j'ai même écrit, moi. Ouais, mais Ben, apparemment, il y avait ouais. des fichiers à télécharger, des exemples ou des trucs comme ça. Je sais pas, j'ai pas vu. Mais j'ai eu Alors l'impression il qu'il y y a avait généralement certains trucs qui buggaient, par contre. Certaines, Oui, oui, il il y avait faut tout est vide, quoi. réactualiser. Il faut revenir Ah sur oui, la c'est ça. page. Bon, je vais Mais oui, il y a rebalayer du coup. certaines choses, oui. Mais les cours, par contre, est-ce que ça, par exemple, tu le mets à disposition? On peut ce que tu viens Et de voilà, c'était ton ma dernière résumé? question. Hmm. Est-ce qu'il y avait un récap qui était mis à dispo? Alors oui, ce que je partage à l'écran, je vous le mets à disposition juste après la classe virtuelle. En plus des corrigés des différents exercices de cette semaine. Donc pour ceux qui n'ont pas fait encore les exercices, n'hésitez pas à les faire en fermant les yeux sur le corrigé. Mais oui, je partage cette présentation à l'issue de la classe virtuelle. Donc vous l'aurez. Ok. Ok. Je dois vous abandonner. En Désolée. effet, on a bien passé l'heure. S'il n'y a pas d'autres questions, je vous propose de clore, si ça vous va. Ok, Très bien. Parfait, ouais. Merci beaucoup. merci. Merci. Excellent week-end à Passez vous une Bonne bonne tous. journée. Et semaine. bon Bon week-end également à courage. vous tous. Bon Merci week-end. Au revoir du beaucoup. Au prochain. revoir. À Et au revoir. bientôt Au la revoir. semaine prochaine. Au revoir.